Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Il y a des enfants devenus grands qui subissent des parcours semés d'épreuves, des violences que l'on ne pourrait soupçonner encore dans notre société. Lies Loufoque fait partie des enfants placés, ces enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont passé la totalité de leur enfance en foyer ou en famille d'accueil. Il est depuis devenu un auteur à succès et surtout un activiste qui se bat pour défendre le droit des enfants. Son histoire m'a bouleversée et partager son combat est pour moi essentiel. N'hésitez pas à me partager vos retours et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lies. Bonjour. J'ai découvert récemment ton travail et ton parcours et je dois te l'avouer que ton histoire m'a passionnée et surtout très impressionnée. Tu es un enfant de l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle souvent un enfant placé. Tu as raconté ton histoire dans un premier livre qui s'appelle Dans l'enfer des foyers, qui a été adapté en téléfilm. Et depuis, tu es devenu un grand activiste pour l'enfance et plus particulièrement un défenseur des droits de l'enfance. Tu partages tes idées pour changer la manière dont on protège les droits des enfants en France et tu l'as partagé notamment dans un second livre que j'ai adoré qui s'appelait « Si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance ». Pour une première question, j'aimerais savoir comment est-ce que l'on devient un enfant placé en France ? Il y a une multitude de raisons qui font qu'un enfant peut être placé à l'aide sociale à l'enfance. Je dirais que la première d'entre elles, c'est de vivre une situation qui présente un danger et qui a fait ensuite l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Contrairement à ce qu'on peut entendre très souvent dans la société, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance qui place les enfants, mais la justice. Le placement d'un enfant, très majoritairement, c'est une décision de justice. C'est quand un juge des enfants estime qu'un enfant est en danger dans son environnement familial, dans son environnement dit naturel. Alors on a des enfants qui sont victimes de violences. On sait que 200 enfants franchissent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie tous les jours pour des faits de maltraitance. On sait également qu'un enfant est victime de viol ou de tentative de viol toutes les heures dans notre pays. Et on sait également qu'un enfant décède sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Ce sont ces enfants qui sont majoritairement placés à l'aide sociale à l'enfance, mais ce sont aussi des enfants qui ont pu être abandonnés par leurs parents. C'est quelque chose qu'on rencontre d'ailleurs de plus en plus, puisque les statistiques tendent à augmenter sur le nombre d'enfants dits pupilles de l'État. Les pupilles de l'État, c'est des enfants qui n'ont plus de parents biologiques et dont l'État assure l'exercice de l'autorité parentale, donc assure la responsabilité juridique. Mais voilà, je dirais que les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont des enfants qui ont été en danger. Comment toi, tu es devenu un enfant placé ? Alors moi, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance à ma naissance, tout de suite après ma naissance d'ailleurs, parce que ma mère biologique est atteinte d'une maladie mentale. Donc quand elle était enceinte, on savait qu'elle allait être dans l'incapacité du fait de cette pathologie de s'occuper de moi, de répondre à mes besoins fondamentaux, de m'apporter tous les soins que n'importe quel enfant aurait dû recevoir. Et donc le juge des enfants a très rapidement, immédiatement ordonné mon placement à l'aide sociale à l'enfance. Et voilà, c'est pour cette raison-là. Combien ça représente aujourd'hui les enfants placés en France ? Alors on a actuellement 370 000 mesures de protection de l'enfance. Sur ces 370 000 mesures, vous avez 220 000 enfants qui sont actuellement accueillis en foyer ou en famille d'accueil. Le reste, ce sont des enfants qui restent à domicile auprès de leurs parents parce qu'on a estimé que les parents avaient des compétences et des capacités parentales qui leur permettaient, s'ils étaient suffisamment étayés et accompagnés, de continuer d'assurer leur mission parentale auprès de leur enfant. Donc ce sont des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection, mais dite à domicile.
Plus précisément, ce sont des mesures d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Mais c'est 370 000 enfants qui sont concernés par une mesure de placement, par une mesure de protection. Et c'est un chiffre également qui tend à augmenter. On sait que l'année prochaine, on va dépasser la barre des 400 000 mesures de protection de l'enfance. Ce qui est énorme dans un pays comme le nôtre. Et j'ai envie de dire pas si surprenant quand on connaît les chiffres que je viens de citer sur les violences faites aux enfants. Et d'ailleurs, il me semble que le Covid a eu un impact assez négatif sur les violences vis-à-vis des enfants. Oui, absolument. Depuis le Covid, on a eu une augmentation très importante du nombre de bébés placés, donc d'enfants âgés de moins de 3 ans. On a également une tendance de nette augmentation du nombre d'enfants qui bénéficient d'une mesure de protection, donc que ce soit, ce que je disais, en milieu ouvert ou hors de leur environnement familial, donc en foyer ou en famille d'accueil. Je pense que le Covid a fragilisé énormément de familles, mais a aussi été un très beau moment. Alors ça va paraître surprenant de le dire comme ça, mais de sensibilisation de l'opinion publique sur les violences faites aux enfants. Et l'une des choses positives que le Covid a augmenté, en tout cas a permis, alors pas que le Covid, puisqu'il y a aussi tout un mouvement dans la société de fond qui tend à s'intensifier, c'est l'augmentation du seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants. Et cette augmentation-là, de ce seuil d'intolérance, elle permet aujourd'hui de repérer plus facilement les enfants en danger et de les signaler plus rapidement également à l'autorité judiciaire. Là où d'habitude on aurait considéré qu'il s'agissait de délation et que c'était pas convenable d'alerter qui que ce soit, quand bien même on entendait un enfant crier dans l'appartement à côté d'une autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les Françaises et les Français hésitent de moins en moins à appeler le 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger, ou directement à en parler avec les instituteurs, les professeurs de l'école, si ce sont des enfants qui sont scolarisés avec les leurs, pour faire part de leurs inquiétudes. Et ça, c'est une excellente chose. Et puis, il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est qu'au-delà du fait que le Covid ait fragilisé les familles, le Covid a également appauvri les familles. Et on a une augmentation très importante de la pauvreté en France, de la pauvreté des familles monoparentales notamment, et cette précarité que peuvent subir certaines familles parfois entrave leur capacité à pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Ça peut paraître horrible de le dire comme ça, mais aujourd'hui il y a des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Et quand des familles n'arrivent plus à répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants, à répondre notamment aux méta-besoins de sécurité, qui est le besoin suprême, puisque c'est la sécurité aujourd'hui qui est la plus importante pour un enfant pour se développer, et bien là, l'aide sociale à l'enfance intervient également. Et on se rend compte que dans ces familles-là, elle intervient de plus en plus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants une fois qu'on a décidé qu'ils devaient être placés ? Quel est le parcours, je dirais, classique d'un enfant placé ? Alors, il y a le parcours classique et puis il y a le parcours du combattant. Le parcours classique, c'est que la justice est saisie, le juge des enfants tient une audience en présence de l'enfant et de ses parents et de l'aide sociale à l'enfance qui aura mené des investigations. Suite à cette audience, si le danger est établi, le juge des enfants ordonnera le placement d'un enfant, l'aide sociale à l'enfance accompagnera l'enfant en famille d'accueil ou en foyer. Ce qu'on peut noter en ce moment, et c'est, je crois, le plus gros drame qui se joue depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est que le système de protection de l'enfance est en train de littéralement exploser. On a des décisions de justice qui émanent de juges des enfants, qui ordonnent le placement d'enfants, qui aujourd'hui, faute de place dans les établissements d'aide sociale à l'enfance, ne sont pas exécutés. Et c'est là où j'entends que, quand je disais d'ailleurs le parcours du combattant, c'est que ces enfants qui devraient être placés ne le sont pas, et donc ce sont des enfants qui restent à domicile avec leurs parents, alors même que l'autorité judiciaire les y a reconnus comme en danger. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Oui, alors moi, ce que je disais, j'ai été placé à aide sociale à l'enfance à ma naissance. J'ai été en pouponnière jusqu'à l'âge de 18 mois. J'ai ensuite rejoint une première famille d'accueil jusqu'à l'âge de 4 ans. C'était une famille d'accueil que j'ai identifiée finalement tout de suite comme étant mes parents, enfin ma mère, mon père, parce que c'était un couple. J'ai eu des liens très forts avec eux.
C'est des gens qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup d'amour. Mais malheureusement, j'en suis parti parce qu'en fait, cette famille d'accueil avait décidé de partir vivre dans le sud de la France, donc pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Et ils avaient fait la demande à Aide sociale enfance de maintenir mon placement chez eux, sauf que cette demande alors a été refusée parce que ma mère biologique, qui malgré sa pathologie mentale avait conservé l'autorité parentale, habitait en région parisienne. Donc à cette époque, l'aide sociale à l'enfance avait estimé que dans mon intérêt, il fallait que je reste proche du domicile d'habitation, enfin du domicile de ma mère biologique, au cas où un jour j'aurais des droits de visite et des droits d'hébergement. Je n'ai jamais eu de droit d'hébergement jusqu'à ma majorité, mais j'ai eu des droits de visite. Et donc, je suis parti de cette famille d'accueil pour atterrir dans une deuxième famille d'accueil. Et là, ça a été pour moi une descente aux enfers, puisque c'était une famille d'accueil extrêmement maltraitante. L'aide sociale à l'enfance a mis 2 ans avant de s'en rendre compte. C'est une famille d'accueil qui ne me scolarisait pas, qui me faisait dormir sur un morceau de polystyrène dans une pièce que je ne peux pas du tout qualifier de chambre, et qui en plus était physiquement violente. D'ailleurs, l'aide sociale à l'enfance s'en est rendu compte parce qu'en fait, l'éducatrice qui s'occupait de moi à cette époque, donc au moment où je suis arrivé dans cette famille d'accueil, est tombée malade, elle a eu un cancer. Et à son retour d'arrêt maladie, donc 2 ans après, elle s'est tout de suite inquiétée de savoir que devenaient les enfants dont elle avait la charge. Et donc elle a demandé ce que je devenais, et en fait personne n'avait été capable de lui répondre. Ouais, et j'avais une audience justement cette même année devant le juge des enfants pour renouveler mon placement, puisqu'un enfant ne peut pas être placé plus de 2 ans en France, c'est forcément des placements provisoires. On ne pense pas la protection, la mesure de protection sur le long terme, on la pense forcément à court terme parce qu'on fantasme bien souvent le fait que les parents seraient capables un jour de récupérer leurs enfants, sauf que dans bon nombre de situations, ce n'est pas le cas. Et donc par chance, je devais repasser devant le juge cette année-là, et donc elle devait produire un rapport au juge des enfants pour faire part de mon évolution, et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de notes dans le dossier. Donc elle s'est pointée au domicile de la famille d'accueil, et là elle a constaté l'état dans lequel je me trouvais, et immédiatement elle m'a pris avec elle pour m'emmener dans une troisième famille d'accueil. Et j'ai pas eu énormément de chance non plus dans cette troisième famille d'accueil parce que, ironie du sort, j'ai pris la place d'une enfant qui avait quitté cette famille d'accueil 2 semaines avant parce qu'elle entretenait des liens soi-disant trop forts avec cette famille d'accueil. En tout cas, cette famille d'accueil lui apportait trop d'amour, ce qui créait un conflit de loyauté de cet enfant vis-à-vis de ses parents biologiques selon l'aide sociale à l'enfance. Et donc, moi, je suis venu très rapidement, en urgence, combler cette place qui venait d'être laissée vide par une enfant que cette famille d'accueil accueillait finalement depuis toute petite et qu'elle aimait profondément. On lui a pas vraiment laissé le temps de faire le deuil, si je puis dire, de cet enfant qu'elle a aimé et qu'elle a d'ailleurs toujours continué à aimer. Et donc, je pense que ça a été très compliqué pour elle de m'accueillir à ce moment-là. Et les liens ont mis énormément de temps à se créer, voire ne se sont jamais réellement créés. Surtout que moi, j'étais un enfant qui arrivait, donc ce que je disais, j'avais déjà vécu énormément de ruptures en fait, puisque la première des ruptures c'était celle avec ma mère biologique, la deuxième rupture que je venais de subir c'était celle avec ma première famille d'accueil, la troisième, alors qui était une rupture mais pour le coup plutôt positive, d'une famille d'accueil où j'ai été maltraité pendant 2 ans, et donc j'étais un enfant à l'âge de 6 ans quand je suis arrivé chez elle, assez perturbé finalement, assez traumatisé. Oui, exactement. Et je pense elle n'a pas été en capacité, pour ces raisons-là notamment, enfin parce qu'elle était triste du départ de cet enfant et qu'accueillir un autre enfant tout de suite après, ça vient chambouler, remuer et que c'est pas toujours facile. Mais surtout aussi parce qu'elle n'avait pas du tout de formation en fait. Donc des enfants traumatisés qui débarquent comme ça chez elle, qui ont des besoins peut-être plus importants que d'autres enfants, eh bien, elle n'a pas forcément su le gérer. Donc elle aussi est devenue maltraitante. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à fuguer de chez elle, je crois, à l'âge de 8 ans. Et c'est à ce moment-là, enfin, pas à 8 ans, mais à 10 ans, parce que je me mettais beaucoup en danger, que la décision avait été prise de me placer en foyer. Donc je suis parti de chez elle à l'âge de 10 ans, et j'ai ensuite été dans mon premier foyer en région parisienne. Et là, bon, j'ai envie de dire, l'enfer continue, puisque j'ai découvert d'autres formes de maltraitance que je ne connaissais pas. C'était les maltraitances entre enfants.
Donc dans ce foyer, c'est un foyer qui avait la particularité d'accueillir 40 enfants, donc des filles, des garçons, sur des tranches d'âge extrêmement disparates. Ça allait de 3 à 18 ans, donc avec des rapports de domination qui étaient quand même extrêmement élevés, des plus âgés sur les plus petits, des garçons sur les filles. Et donc voilà, moi j'ai vécu la première année énormément de souffrance au sein de ce foyer, de la violence sexuelle notamment. Et puis j'ai également découvert la violence des éducateurs. J'ai toujours été maltraité, moi, dans un environnement familial, jamais dans un environnement collectif. Donc la première année, ça a été douloureux pour moi. Et puis après, il y a un moment où après cette première année de souffrance, j'avais je me suis dit, il y avait deux possibilités à ce moment-là. C'était soit je mimais mes camarades et je faisais comme eux, et donc je sortais les crocs à mon tour, soit je me suicidais. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas d'autre alternative que ces deux alternatives, enfin, que ces deux possibilités-là. Et donc, la deuxième année de mon placement, j'ai commencé à devenir vraiment un enfant terrible. D'ailleurs, tu parles de bête sauvage. Oui, je parle de bête sauvage parce que je le sens, je l'ai ressenti comme ça, je l'ai vécu comme ça. Moi, je suis arrivé dans ce foyer, j'avais 10 ans, j'étais un enfant très efféminé, j'avais plein de peluches. J'étais un enfant qui avait beaucoup souffert à cette époque déjà, mais j'avais quand même encore une part d'innocence. Et cette expérience m'en a complètement privé, en fait. Complètement privé. Et quand on doit se battre finalement pour sa survie, ouais, on devient une bête sauvage. Et c'est d'ailleurs un phénomène que moi j'ai observé chez les camarades de foyer. Quand on accueillait de nouveaux gamins dans ce foyer-là, de nouveaux camarades, t'en avais qui arrivaient vraiment tout propre sur eux, tout sages, avec une belle, de belles phrases toutes faites, un vocabulaire, c'était vraiment. Et quand ils en sortent, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Et moi, c'est exactement ce qui s'est produit. Et je crois que c'est le drame, ça fait partie du plus grand drame de ma vie, c'est que j'ai senti cette cassure en moi à ce moment-là, et c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à réparer. Et d'un autre côté, c'est ma plus grosse cassure, mais j'ai envie de dire c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que la colère, pour moi, a été un moteur très fort pour m'en sortir plus tard. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à m'endurcir. Et puis j'ai commencé aussi à beaucoup fuguer, parce que c'était un foyer où on se mettait beaucoup en concurrence, nous, sur les fugues, on se challengeait beaucoup. Donc c'était à celui qui allait... le respect allait aller à celui qui allait fuguer le plus longtemps. Donc en général, je gagnais plutôt pas mal à ce jeu. Mais je vous laisse imaginer les mises en danger que ça pouvait représenter, parce que quand tu as 11 ans et que tu dors à Paris... moi, je me souviens que je squattais un banc à la Tour Eiffel, parce que je sais pas pourquoi j'étais fasciné par la Tour Eiffel. Voilà, tu peux y rester comme ça pendant des jours et des jours. Ouais. Bon, ça craint un peu quand même. Et à la fin, donc à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, je commence les éducateurs dans ce foyer commencent à ne plus en pouvoir, parce qu'en fait, il y a un moment où tout devient ingérable pour eux. Et donc là, ils ont décidé de me placer dans un foyer de rupture. C'est dans le Calvados, dans une ferme. Donc le but d'un foyer de rupture, c'est que tu n'as pas trop de contact avec l'extérieur. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose... isolé. Ouais. Et c'est pour te faire réfléchir déjà à ce qui t'y a conduit, mais aussi à ton avenir, à ce que tu veux pour la suite. Moi, j'ai très très mal vécu cette expérience-là. Je me suis un peu fighté avec le fermier qui s'occupait de moi, d'ailleurs qui était un homme assez dépressif, puisque au moment où il m'a accueilli, sa femme était décédée l'année précédente. Donc il n'était pas forcément, il s'était pas remis de son choc, et il me le faisait un petit peu payer aussi. Surtout quelle responsabilité de devenir foyer de rupture. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce dispositif. Bah oui. Pour moi, c'est un dispositif de privation, c'est presque une punition. Bien sûr. Et ça n'a pas sa place dans le dispositif de protection de l'enfance. C'est pas forcément une position majoritaire chez les professionnels de la protection de l'enfance, mais en tout cas, moi, j'en suis extrêmement convaincu. Et j'essaye de plaider pour faire en sorte que les structures soient à taille humaine, justement, beaucoup plus petites, et que les lieux de privation comme ces fameux foyers de rupture n'existent plus. Bien sûr. Je n'ai pas encore gagné, mais je ne désespère pas. Tu travailles pour. Et donc j'en suis parti parce qu'à un moment où j'ai pété un plomb, donc je l'ai menacé avec un couteau, ce fameux fermier. Parce qu'il avait écouté des conversations que j'avais pu avoir au téléphone, mais j'avais pas le droit de téléphoner, donc ça l'a mis dans tous ses états, et sa réaction a provoqué une violence chez moi assez inédite. Donc le lendemain, mon éducatrice de l'ASE vient me chercher, m'emmène dans les bureaux de l'ASE, j'y passe
toute la soirée. Elle cherche une place désespérément. Je vais au foyer départemental des Yvelines. Le foyer départemental, les foyers départementaux, pardon. Ce sont les seuls foyers qui sont gérés directement par des fonctionnaires. Sinon, tous les autres établissements en protection de l'enfance sont gérés par des associations. Et c'est souvent des usines, souvent des très très gros foyers. C'est pas 40 places, c'est 100, 150. Voilà, c'est là où quand un juge ordonne le placement d'un gamin, c'est là où, après l'audience, le gamin atterrit, en fait, littéralement. Donc, c'est un lieu de passage. On y reste. Normalement, on ne devrait pas y rester très longtemps. Puis, c'est un lieu bruyant avec toutes sortes d'âges, toutes sortes de profils d'enfants, toutes sortes de souffrances. Et c'est des lieux qui sont extrêmement carencés en professionnels. Heureusement, j'y suis pas resté longtemps, puisque mon éducatrice est venue me récupérer quelques jours plus tard, en me disant que j'allais aller dans un foyer dans le sud de la France. Là, j'avoue que j'ai trouvé ça assez ironique quand on sait que je n'ai pas pu suivre ma première famille d'accueil sous prétexte qu'elle partait vivre trop loin de la région parisienne. Donc j'avoue que j'étais un peu surpris. Mais qu'en attendant, j'allais aller dans une famille d'accueil en région parisienne, toujours dans les Yvelines, pour 2 semaines avant de rejoindre ce foyer quand la place qui devait être la mienne se libérerait. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire parce qu'en fait, quand cette famille d'accueil m'a ouvert sa porte, le premier jour, le jour où je suis arrivé, ça a été la seule fois dans ma vie où une personne m'a demandé pourquoi j'étais là. Et en fait, elle s'en est pas rendue compte, elle, mais le fait que dès qu'elle ait ouvert la porte, que mon éducatrice est partie, qu'elle me demande de m'asseoir à côté d'elle, qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dise « Alors, dis-moi pourquoi t'es là ?» En fait, ça a vraiment ouvert une brèche chez moi, ça a ouvert une porte, en fait, qu'on ne m'avait jamais laissé finalement ouvrir, puisque pour la première fois, un adulte me demandait de lui expliquer par où j'étais passé. D'habitude, quand j'arrivais dans des lieux, ils avaient l'éducateur, enfin l'éducatrice ou l'éducateur avait déjà fait son topo, voilà, il est là pour ça, etc. Donc en fait, les gens ne nous demandent pas réellement de nous exprimer sur ce qui nous concerne directement ou sur ce que l'on a compris des raisons qui faisaient qu'on atterrissait chez eux. Voilà. C'était quelque chose pour eux qui n'était même pas pensé, en fait. Et elle l'a fait. Et à partir de ce moment-là, je lui ai raconté toute mon histoire. Tout ce que j'avais senti, ressenti, vécu, observé, tout ce que je ne comprenais pas, tout ce qui m'avait fait souffrir. Et j'ai eu une écoute assez extraordinaire et une phrase qui m'a fait un bien fou. C'est ah bah oui, Lies, tu sais, moi j'ai accompagné énormément d'enfants de la DAS et de l'ASE chez moi, mais il y en a beaucoup qui sont passés par là, t'es pas tout seul. Et en fait, de savoir qu'on n'est pas un cas isolé, de savoir que les violences que l'on a subies, on n'est pas seul à les avoir subies égoïstement finalement, ça a quelque chose d'assez rassurant et de réconfortant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les enfants placés dans la société étaient considérés comme des moins que rien, des sous-enfants, alors que les enfants sont déjà peu considérés, et que nos vies valaient moins que celles des autres. Et donc, au bout des 2 semaines, mon éducatrice est venue pour m'emmener dans le sud de la France, sauf que cette famille d'accueil s'est battue pour me garder avec elle. Elle l'a finalement imposé. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours, parce que mon éducatrice était devant sa porte. Elle me dit, alors tes bagages sont où ? Ma famille d'accueil lui dit, non, mais en fait, il va pas partir, il est bien ici, pourquoi vous voulez l'emmener ailleurs, qu'il reste là ? Et donc, mon éducatrice lui dit, mais madame, c'est pas à vous de décider. Enfin, donc elle était très gênée, en fait, parce que cette scène se déroule devant moi, en plus. Et donc, elle appelle son chef de service à l'ASE, donc le chef à l'ASE. Et là, son chef lui dit, oui, écoute, parce que mon éducatrice s'appelait Laure, donc il lui dit, écoute, Laure, pour une fois, quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Et c'est aussi un sujet que tu mets beaucoup en avant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les enfants placés une fois qu'ils atteignent la majorité ? C'est le deuxième drame de la vie de ces êtres humains qui commence, puisque dans l'immense majorité des cas, quand on atteint l'âge de 18 ans, on est littéralement jeté à la rue. Moi, j'ai des camarades de foyer ou d'autres enfants, d'autres jeunes qui ont été placés à Souci Enfance que je connais, qui ont même été parfois jetés à la rue le jour même de leur 18e anniversaire. Parce qu'en fait, l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à il y a peu, concernait des enfants de 0 à 18 ans. Les départements qui sont en charge de l'aide sociale à l'enfance estimaient que leur responsabilité s'arrêtait à cet âge-là.
Et parfois avec une brutalité extrême, c'est-à-dire sans délai. Le jour où tu atteins l'âge de 18 ans, nous n'avons plus le droit de te laisser dans ton foyer ou de te laisser dans ta famille d'accueil. Donc on te fait ton petit sac et tu te casses, quoi. On a en France actuellement 40% des jeunes sans domicile fixe nés en France, âgés de moins de 25 ans, qui sont d'anciens enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Et sur la population générale des personnes sans domicile fixe, donc de tous les âges, de nationalité française, c'est 1 personne sur 4 qui a connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, nous, quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, le deuxième parcours du combattant après la survie dans ce système et ces institutions, c'est la survie dans la rue. Et puis on est malheureusement surreprésenté dans toutes les couches de la société qui vont les plus mal. On est surreprésenté, on vient de le dire, à la rue, mais on est aussi surreprésenté en prison, on est surreprésenté en psychiatrie, on est surreprésenté dans la prostitution, on est surreprésenté chez les consommateurs de drogue. Donc voilà, et ça c'est extrêmement problématique. Parce qu'en fait, la politique de protection de l'enfance, en tout cas moi je me bats pour ça, c'est pas une politique sociale, c'est une politique très singulière dans notre pays, c'est l'une des seules politiques publiques dans laquelle la puissance publique s'immisce dans la vie des gens avec autant d'intensité. La politique de protection de l'enfance, c'est pas une politique sociale, c'est une politique de suppléance parentale. Quand on estime que des parents sont défaillants, la République, la puissance publique, supplée les parents occupent ce rôle-là parce qu'ils n'en sont pas capables. Et le rôle d'un parent ne s'arrête pas à 18 ans. Il va au-delà. Il va jusqu'à l'insertion pleine et entière de la personne dans la société. Pour nous, on nous demande de grandir plus vite avec moins de moyens et avec des traumatismes extrêmement forts. Il y a une forme d'injustice là-dedans. Au-delà d'être une aberration humaine, c'est aussi une aberration économique d'ailleurs. Rappelons tout de même que le budget national de la protection de l'enfance par an, c'est 9 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut investir pour des enfants qui sont placés pendant 18 ans plus d'1,5 million d'euros dans leur protection, parce que c'est ce que ça coûte, et à 18 ans, leur dire finalement tout s'arrête. Et donc tout cet investissement est réduit à néant. L'investissement des professionnels, l'investissement financier, l'investissement de la société, ce que la société a consenti à faire comme effort pour protéger ses enfants, tout est réduit à néant quand on atteint l'âge adulte. Alors qu'il suffirait de quelques années pour que cet investissement puisse permettre à l'enfant, au jeune, de vivre pleinement sa vie d'adulte en toute indépendance et avec sérénité. Quand on écoute ton parcours, on a l'impression que tu as vécu une épreuve de survie, en fait, de 0 à 18 ans. C'est une épreuve de survie et j'en veux pour exemple le nombre de suicides à l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'ai une amie de foyer, Cindy, que j'ai retrouvée pendue au barreau de son lit. On a des enfants à l'aide sociale à l'enfance qui se tuent parce que ces réalités-là, elles sont trop douloureuses, elles sont trop dures, on ne voit pas d'échappatoire, on se pense condamné justement jusqu'à nos 18 ans. Moi, par exemple, j'ai vécu l'atteinte de ma majorité comme une liberté, parce que je me suis dit enfin, j'ai plus de compte à rendre, je ne fais plus partie de ce système, ma vie est quasiment sauvée en quelque sorte. Ça va pas être facile parce que j'ai un niveau d'études, j'ai arrêté l'école en 4e, j'ai pas de bagage culturel, j'ai pas de réseau social qui fait que je pourrais m'en sortir plus facilement que pour des enfants qui bénéficieraient de tout ça et qui auraient une famille. Il y a toujours cette insécurité. Mais moi, j'ai vécu mes 18 ans comme une liberté, voilà, parce que je me suis dit, ok, maintenant, mon destin m'appartient, il n'appartient plus aux institutions de décider pour moi. Et ça, c'était quelque chose de très libérateur. Mais d'autres, malheureusement, en effet, n'arrivent pas jusqu'à leurs 18 ans à l'aide sociale à l'enfance. Ou même pire, s'ils arrivent à 18 ans, certains se tuent après. On a, chez beaucoup d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, devenus adultes, des suicides plus tard, parce qu'ils voient bien que les galères, elles continuent. Ils voient bien qu'après 18 ans, c'est pas la fin. Pour certains, que la vie, que de la rue, de l'aide sociale à l'enfance, ils se retrouvent en centre d'hébergement d'urgence en plein hiver. Ils voient bien que cette évolution-là, qu'il y a un continuum justement dans la prise en charge institutionnelle de leur vie tout au long de leur vie d'adulte. Et ça, pour beaucoup, c'est quelque chose de terrible.
Et comment t'expliques la personne que tu es devenue aujourd'hui, malgré tous ces traumatismes, toutes ces violences? Quand même, dans ce podcast, on parle beaucoup de l'importance de l'éducation. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Alors, on pourrait penser que c'est pas le cas, mais moi, j'estime avoir eu énormément de chance pour trois raisons. La première, c'est que moi, j'ai connu l'amour très tôt. J'ai au moins su ce que c'était sur les premières années de ma vie, ce qui fait que quand j'ai vécu l'enfer juste après, je savais que ce n'était pas normal. En tout cas, je le ressentais. Je pouvais me présumer physiquement, je le ressentais dans mon corps, que ce que je vivais n'était pas banal. Et ça, en quelque sorte, ça a contribué aussi à me sauver, parce qu'en fait, d'avoir connu l'amour très tôt et au moins une fois, permet de se rendre compte ensuite quand les choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Et puis j'ai eu la chance également d'avoir ma dernière famille d'accueil. Disons que la première a planté les petites graines et la dernière les a fait éclore. Et la troisième raison qui fait que je suis devenu ce que je suis devenu et que je m'en suis sorti, finalement j'ai envie de dire, je crois que c'est ça et la colère. En fait, pour moi, la colère a toujours occupé une place très importante dans mon enfance, dans ma vie actuelle, dans mon début de vie d'adulte. Ça a été un moteur, c'est quelque chose qui m'a donné la hargne. Et voilà, et ça a en quelque sorte contribué à me sauver, parce qu'en fait, grâce à la colère, j'ai jamais rien lâché. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est sur le système des familles d'accueil. J'ai l'impression, tu n'en as pas parlé, mais qu'en fait, il y a aussi moins de familles d'accueil pour accueillir les enfants. Absolument. Comment ça se fait et comment est-ce qu'on devient une famille d'accueil en France ? Ouais, tu as raison de le souligner. On a aujourd'hui une vraie pénurie de familles d'accueil. Pour te donner un chiffre, 40% d'entre elles partent à la retraite là, sur les 2-3 prochaines années sans être remplacées. Voilà. Et c'est la première fois qu'on est confronté à une telle pénurie. Alors on a également une pénurie de travailleurs sociaux. On a 30 000 postes vacants dans les services de protection de l'enfance, ce qui est énorme. Et elle s'explique, cette pénurie de familles d'accueil, par la maltraitance qu'elles-mêmes peuvent subir parfois de la part de l'institution. Ce sont majoritairement des femmes issues de classes sociales populaires, précaires parfois, souvent, de zones elles vivent parfois dans des zones rurales, isolées, et l'institution a en quelque sorte une forme de mépris de classe à leur égard. C'est des familles d'accueil, c'est un peu les femmes du peuple qui s'occupent des orphelins, comme les nourrices le faisaient à l'époque, et voilà, on va pas leur en demander trop. Donc ce qui fait qu'on leur demande rarement leur avis, on prend rarement en considération l'expertise qu'elles peuvent avoir de l'enfant qu'elles accompagnent. Pour donner un exemple très concret, moi, quand je passais devant le juge des enfants tous les 2 ans, mes familles d'accueil ne m'accompagnaient jamais aux audiences et n'étaient jamais auditionnées par le juge des enfants, alors que c'est elle qui passait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ma présence. C'est elle qui m'observait, c'est elle qui me connaissait. Donc je pense que ça, c'est vraiment un facteur très important à prendre en compte dans l'analyse de la situation actuelle de pénurie. C'est ce mépris de classe qu'elles subissent. Et puis c'est aussi lié à un changement de société. C'est-à-dire que quand ces femmes, elles ont commencé à exercer ces métiers-là, il était quand même, c'était à une époque où il était encore considéré comme normal d'occuper un rôle de femme au foyer, de personnes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants, faire à manger, etc., donc d'entretenir le foyer. Moi, dans mes familles d'accueil, c'était ça. Le mari travaillait, les familles d'accueil travaillaient, mais c'était pas réellement assimilé à du travail, et elles s'occupaient des enfants, de la bouffe, des courses, du ménage, etc. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes, elles exercent, elles travaillent, elles ont des métiers, des professions, des diplômes, elles font des études. Et donc, les personnes, elles n'ont pas envie de devenir famille d'accueil en devant lâcher toute leur carrière professionnelle. Moi, je milite, par exemple, beaucoup pour qu'il y ait la possibilité aujourd'hui pour des personnes en emploi, toi, par exemple, d'obtenir un agrément pour être famille d'accueil. Alors, pas forcément pour 3 enfants. Aujourd'hui, le taux maximal d'accueil, c'est 3 enfants. Mais du coup, on pourrait permettre à des personnes en emploi, avec un autre emploi, en temps plein ou en temps partiel, d'accueillir un enfant, et peut-être pas un enfant en bas âge, mais un enfant adolescent qui va à l'école, qui va au lycée, qui est en apprentissage, enfin voilà, qui a une vie aussi à côté. Et ça, malheureusement, on est encore confronté à des réticences très, très profondes.
Je pense que les départements, dans leur manière de mener leur politique d'aide sociale à l'enfance, sont encore très patriarcales et ont du mal à élargir leur vision pour permettre cela, justement, alors que ça ramènerait énormément de monde dans la profession. Pour devenir famille d'accueil, il faut participer à une réunion d'information au conseil départemental. Il faut ensuite formuler une demande d'agrément auprès de la PMI, qui est la protection maternelle et infantile. Il y aura un entretien avec des psychologues, une visite de la maison pour s'assurer qu'elle est bien aux normes, que l'enfant aura sa chambre, etc. Des entretiens avec la famille élargie, avec le conjoint ou la conjointe, avec les autres enfants pour s'assurer que c'est bien un projet collectif et pas individuel. Et à l'issue de toute cette phase d'instruction, il y a une décision qui est prise par le président du conseil départemental de délivrer ou non un agrément. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de familles d'accueil qui sont maltraitantes ? Je pense que les familles d'accueil sont peu formées au psychotraumatisme, au développement de l'enfant. Enfin, vraiment, il y a comme ça, en fait, ça rejoint un peu la question du mépris dont je parlais tout à l'heure. Comme on ne considère pas vraiment leur rôle comme étant très important et que voilà, elles ont un boulot, elles s'occupent de gosses, c'est déjà bien, quoi. Eh bien, les départements n'investissent pas non plus financièrement pour leur apporter toute la formation dont elles auraient besoin pour faire leur travail correctement. Et puis, il y a une autre réalité, c'est qu'on manque de place. C'est-à-dire que quand une famille d'accueil aujourd'hui rencontre une difficulté avec un enfant, qu'elle peut pas saquer un enfant, disons-le clairement, qu'elle peut pas saquer parce que ça arrive. Il y a des adultes aujourd'hui qui, pour plein de raisons, peuvent ne pas avoir de feeling avec un gamin. Et c'est ok en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas de place que les services d'aide sociale à l'enfance maintiennent coûte que coûte ces placements-là chez ces familles en leur disant « mais moi j'ai de la place nulle part, donc vous allez me le garder ce gosse ». Et en fait, en forçant cette relation alors qu'elle n'est pas consentie, elle n'est pas désirée, ça vient créer une frustration, ça vient créer une colère chez la famille d'accueil, une incompréhension qui va favoriser les passages à l'acte maltraitant. Les familles d'accueil, dans l'immense majorité des cas, elles ne se réveillent pas le matin en se disant « tiens, je vais faire ce métier pour aller fracasser du gosse ». Non, c'est tout un contexte derrière qui va les amener à avoir des passages à l'acte maltraitants. Un épuisement professionnel, une absence de considération, une non-reconnaissance de leurs compétences, une non-écoute sur leurs propres besoins à elles, et parfois, oui, des placements forcés dont elles ne souhaitent pas, et qui leur sont imposés par les services d'aide sociale à l'enfance parce que nous n'avons plus de place ailleurs. Donc c'est essentiellement pour des questions de moyens. Tu n'as pas du tout mentionné le système d'adoption. Alors je suis désolée, je connais très mal tout ça. Et tu me diras si ma question est bête. Mais pourquoi est-ce que pour toi, il n'a jamais été envisagé d'être adopté ? Et comment est-ce que ça s'inscrit justement, cette dynamique entre les enfants placés et la manière dont on peut adopter aujourd'hui en France ? Ta question, elle est très très loin d'être bête parce que ça fait partie des plus gros problèmes qu'on rencontre en protection de l'enfance. Moi, par exemple, je me suis toujours posé la question pourquoi je n'ai pas été adopté par ma première famille d'accueil. Elle l'aurait souhaité, elle aurait été heureuse de cela. Pour une raison qui est plutôt simple, alors complexe et simple, c'est qu'on a toujours fait primer dans notre système de protection de l'enfance les liens biologiques sur les liens affectifs. C'est-à-dire qu'un enfant qui va entretenir des liens affectifs avec un adulte de référence, une famille d'accueil notamment, ne pourra pas avoir cette stabilité-là parce que le parent biologique sera toujours dans les parages. Moi, ma mère, tu vois, ce qui est complètement absurde, c'est qu'elle était, donc elle est ma mère biologique, elle est atteinte d'une pathologie mentale, elle est sous tutelle. Donc c'est-à-dire qu'elle est, au regard de la société, elle est irresponsable d'elle-même et de ses actes. Malgré le fait qu'elle soit sous tutelle et jugée irresponsable d'elle-même, on lui a laissé l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale. Donc on l'a jugée quand même suffisamment responsable finalement pour avoir la responsabilité sur un enfant, ce qui est complètement débile. Si on avait retiré l'autorité parentale à ma mère, j'aurais pu être adopté par ma famille d'accueil, et notamment sous les modalités de l'adoption simple. L'adoption simple, c'est pour moi l'un des plus beaux dispositifs de protection de l'enfance. D'ailleurs, l'adoption, de manière globale, est un dispositif de protection de l'enfance, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le penser, le réfléchir. L'adoption simple n'efface pas les liens de filiation, c'est-à-dire que la filiation biologique reste établie, mais les droits parentaux sont conférés à la personne adoptante. Tandis que l'adoption plénière, elle, efface les liens biologiques préexistants et les remplace par la filiation établie par l'adoption, et notamment au regard de
de la filiation de la famille adoptante. Voilà, mais en protection de l'enfance, on est confronté à ces problèmes-là où des gamins peuvent parfois rester placés pendant 18 ans, alors que si les autorités parentales étaient retirées dans l'intérêt des enfants, ils auraient pu bénéficier d'une adoption simple. Et on sait en plus qu'en France, le processus d'adoption est extrêmement compliqué. Oui, il est compliqué, il est lent, mais alors qu'il soit compliqué, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça reste un processus quand même impactant et qui impactera à la fois la vie de l'enfant jusqu'à la fin de ses jours et également la vie des parents adoptants. Après, il est long, notamment parce qu'il y a très peu d'enfants adoptables en France. Il y en a très très peu, c'est 200 adoptions par an, donc vraiment c'est pas énorme. L'adoption internationale, il fut un temps, était plus rapide que l'adoption nationale, c'était plus du tout le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a clairement, il y a très peu d'enfants à adopter dans notre pays, ça c'est clair et net. L'adoption doit se penser uniquement au regard de ce qui respecte l'intérêt supérieur de l'enfant. Si pour l'enfant c'est dans son intérêt que d'être en capacité d'entretenir des liens affectifs durables parce qu'on sait qu'il va être placé très longtemps avec une famille de référence, l'adoption est tout à fait pertinente, notamment l'adoption simple. Si on sait que l'enfant va être placé seulement pour 2 ans parce que les parents ont quand même des compétences parentales, font preuve d'implication dans la vie de leur enfant, ont des difficultés mais qu'ils travaillent et qui adhèrent à l'accompagnement qui leur est proposé, l'adoption n'est pas du tout pertinente, voire même elle serait catastrophique. Donc il faut prendre en compte chaque situation individuellement au regard des compétences parentales et des perspectives d'avenir qui s'offrent à l'enfant. Et ce que dit tout ton parcours administratif aussi, c'est que la SE a tendance à placer les besoins de l'adulte devant les besoins de l'enfant. Pourquoi est-ce que selon toi on en est encore là et est-ce que les choses vont changer ? Non, j'espère que les choses vont changer, mais je suis pessimiste quand on voit l'état du système actuel, très honnêtement. La situation n'a jamais été aussi grave que ce que l'on peut observer aujourd'hui. Jamais. Moi, à mon époque, c'était déjà pas glorieux. Alors, j'ai 29 ans, j'en ai pas 50, mais donc c'était il n'y a pas non plus très longtemps. Je suis sorti de l'ASE il y a 11 ans. Mais il y a 11 ans, la situation n'était pas aussi catastrophique qu'elle l'est maintenant. Aujourd'hui, on a de moins en moins de places dans les établissements de la protection de l'enfance. Des milliers d'enfants qui sont placés sur décision de justice mais qui, faute de place, restent avec des parents qui les mettent en situation de danger, ce qui fait qu'on ne sait pas demain si ces enfants vont décéder sous les coups de leurs parents, alors même qu'ils auraient dû être extraits de leur environnement familial. On ne sait pas si l'inceste va continuer alors que le juge a ordonné le placement de cette jeune fille. Voilà. Donc il y a ces réalités terribles que l'on ne connaissait pas avant. On a des gamins qui, faute de place, du coup, se retrouvent placés dans des hôtels ou dans des campings. Imaginez-vous votre propre enfant placé seul dans un camping, dans une caravane, parce qu'il était en danger dans sa famille. Bon, on peut considérer quand même qu'il l'est davantage dans un camping livré à lui-même. Et d'ailleurs, on a des enfants qui sont morts de ces placements-là. Un qui a été assassiné dans un hôtel des Hauts-de-Seine par un autre jeune parce qu'il n'y avait aucun éducateur sur place, pas d'adulte qui encadrait le groupe et qui accompagnait ses enfants. Et un autre dans un camping qui a également été assassiné. Et puis je ne vous parle pas des overdoses quand les gamins sont addicts à des drogues, qui ne sont jamais identifiés, repérés parce qu'il n'y a pas de professionnels. Enfin voilà, donc c'est une catastrophe absolue. On a une pénurie de familles d'accueil alors qu'il est établi aujourd'hui, et notamment par l'ONU, que l'accueil familial et l'accueil en protection de l'enfance le plus respectueux des besoins fondamentaux des enfants, mais également le plus protecteur de leurs droits, alors qu'on a des solutions toutes simples qui pourraient permettre de limiter cette pénurie en ramenant de nouvelles personnes dans ces professions-là, mais qui ne sont pas mises en œuvre. On a également une pénurie de travailleurs sociaux. Rendez-vous compte quand même qu'en 2023, les diplômes du travail social ne sont toujours pas obligatoires pour exercer en protection de l'enfance, ce qui fait que n'importe qui, aujourd'hui, en postulant, peut être embauché, ce ne sera pas illégal, bien au contraire, ça devient même de plus en plus recherché. Donc à la fois on dit on a une pénurie de ces professionnels, mais d'un autre côté on ne les considère pas suffisamment importants pour rendre obligatoire leur diplôme. Donc il y a un vrai paradoxe là-dessus. Voilà, et puis on a une augmentation du nombre d'enfants placés qui est liée à l'augmentation du repérage. Pour vous donner un chiffre, en 10 ans, c'est plus 20% d'augmentation du nombre d'enfants placés. Voilà.
plus 20%. Donc c'est phénoménal et ça ne va pas aller en s'améliorant. Là où j'avoue, et c'est pour ça que je suis pessimiste, c'est que le constat est partagé par tout le monde, par les acteurs institutionnels, les ministères, les conseils nationaux, les organes indépendants tels que le Défenseur des droits, la CNCDH, la Cour des comptes, l'IGAS, etc. Donc tout le monde s'accorde sur les constats. Il n'y en a pas un qui dit « Ah ben non, pas du tout, l'ASE c'est génial ». Personne, il n'y en a pas un. Le problème, c'est que les solutions, elles aussi, sont connues, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Et plus on perd de temps, plus on sacrifie des enfants et des générations. Parce que le temps des enfants n'est pas le temps des adultes. Et ça, malheureusement, nos responsables politiques ont du mal à l'entendre, à l'appréhender, et donc à agir en conséquence derrière. Quels sont tes combats du moment à ce sujet ? L'application des lois, parce que moi je fais partie de cette génération qui s'est battue pour obtenir de nouveaux droits aux enfants placés, chose qu'on a réussi à faire dans 2 lois. Une loi qui a été votée en 2016 grâce à Laurence Rossignol, qui était à l'époque ministre de l'Enfance, et puis une deuxième loi qui a été votée en 2022 avec Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État chargé de l'enfance. Ces lois, elles obligent les départements à maintenir la protection de tous les enfants placés à l'âge adulte, c'est-à-dire à 18 ans, et cela jusqu'à 21 ans. On se rend compte que les départements refusent aujourd'hui d'appliquer ces lois. Et pour moi, c'est un vrai problème. Un problème démocratique, puisque quand des lois sont votées, elles doivent s'appliquer. Et un problème évidemment politique, puisque aujourd'hui la situation qui en découle est catastrophique. Donc moi je me bats pour que les départements appliquent les lois qui ont été votées et promulguées. Je me bats également pour que les enfants placés ne soient plus parqués dans des lieux qui ne sont absolument pas adaptés, comme des hôtels ou des campings, ce qui est absolument inhumain et dégradant par ailleurs. Pour revaloriser les métiers du travail social, parce qu'on ne peut pas prétendre protéger correctement les enfants de ce pays si on ne s'intéresse pas à ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les travailleurs sociaux. Un éducateur à l'aide sociale à l'enfance, dans les années 80, il percevait 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, en 2023, c'est le SMIC plus 100 €. Donc évidemment qu'on a un problème de recrutement quand les salaires n'ont jamais augmenté en 20 ans, et voire même qu'ils n'ont cessé de chuter au regard de l'inflation et de l'augmentation moyenne des taux de salaire dans notre pays. Donc voilà, je me bats un peu pour tout ça, mais surtout pour que l'enfance redevienne un sujet politique, qu'on arrête de considérer ce sujet comme un sous-sujet. Parce que c'est vrai, si on a énormément de mal aujourd'hui à réformer l'aide sociale à l'enfance et donc à sauver notre système de protection de l'enfance, c'est parce qu'on considère que ça ne rapporte rien sur le plan électoral. C'est pour ça que j'ai appelé mon deuxième livre « Si les enfants votaient ». Parce que je suis convaincu que si les enfants votaient dans notre pays, leur situation ne serait pas la même. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On arrive déjà à la fin de cet échange, Liès. Moi, j'ai une question rituelle dans le podcast à laquelle j'aimerais bien que tu répondes. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Qu'est-ce que je leur souhaite ou qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Je leur souhaite de se révolter. Révoltez-vous. Eh ben, c'est un magnifique message. Merci beaucoup d'avoir partagé une partie de ton histoire. Merci et surtout de ta passion qui est essentielle pour faire avancer les choses dans l'enfance. À très bientôt. À très vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite
À très bientôt sur Les Adultes de demain.